poursuivons les travaux de notre commission d'enquête visant, je cite, à rétablir les raisons de la très forte croissance de la dette française depuis l'élection présidentielle de 2017 et ses conséquences sur le pouvoir d'achat des Français. Donc, afin de poser les termes du sujet, nous avons entendu des gestionnaires de la dette publique, la CADES, l'agence France Trésor, quelques économistes également qui participent au débat public sur la dette. Nous avons donc souhaité entendre ce matin le point de vue de ceux qui ont une vision politique de la dette. Et il nous a paru indispensable d'accueillir Éric Coquerel, le président de la Commission des finances, qualité président de la Commission des finances, compte tenu de son niveau d'information sur le sujet. Monsieur le Président, je vous remercie de votre disponibilité. Nous avons souhaité aussi vous convier parce que vous avez développé des arguments dans un ouvrage « Lâchez-nous la dette », paru il y a 3 ans, qui peut faire l'objet de questions, je crois, intéressantes. Est-ce que la dette est un vrai ou un faux problème ? Quelles sont les conséquences sur le pouvoir d'achat des Français? Que faire de la dette Covid? Je vais vous donner la parole pour une intervention liminaire de quelques minutes, puis ensuite nous vous poserons un certain nombre de questions. Effectivement, nous avons eu un débat sur la nécessité ou pas que vous prêtiez serment. Si cela, même si cela peut paraître surprenant parce que vous venez en réalité informer, je vous suggère peut-être, en accord avec le rapporteur, que vous n'ayez pas à prêter serment. Très bien. Eh bien, Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, déjà, merci de cette audition, de me donner la parole. Surtout que je vais évidemment présenter, vous le savez, c'est peut-être aussi pour ça que vous m'avez proposé de venir, une vision qui est, on va dire, plutôt hétérodoxe par rapport à ce qui d'habitude se dit sur la dette. Mais vous connaissez effectivement mon point de vue. Je vais essayer d'être rapide. J'ai cru comprendre que l'idée, c'est une introduction préliminaire rapide de façon à ce qu'on revienne là-dessus. Bon. Alors, comme vous l'avez dit, pour ma part, je considère que, par principe, la question de la dette n'est pas un problème. Enfin, en tout cas, la dette en France, je parle bien, même si je ne cultive pas l'idée qu'il faut de la dette, pour aller vite. Hein. Bon. La dette n'est pas le problème, en tout cas, que l'on nous présente. Et je me souviens, je le rapporte souvent, je le rapporte notamment dans l'ouvrage, d'une discussion qu'on avait eue lors d'un débat du projet de loi de finances rectificatif, dont on trouve les traces à travers les différentes vidéos de l'Assemblée nationale, au moment du Covid. Et à l'époque, mon prédécesseur, Éric Woerth, sur la question justement de la dette qui était en train d'augmenter du fait des mesures prises pour le Covid, s'était écrié de toute façon, chacun sait que personne ne rembourse la dette. Voilà. Donc c'est sa phrase, elle est authentifiée. Bon, ce qu'il voulait dire, c'était ce que nous disons depuis longtemps, ce que je dis depuis longtemps, c'est qu'on ne rembourse jamais le stock de la dette, tout simplement parce que la dette en France, et je vais y venir, est supportable et que, en réalité, au bout de son extinction, il y a aujourd'hui suffisamment d'investisseurs qui permettent de prolonger cette dette, et donc on ne rembourse que le charge de la dette. Je dis ça parce que très souvent, les comparaisons qui sont faites sont sur le stock. Et évidemment, on ne peut affoler qu'on regarde les chiffres de manière brute, alors même qu'il faudrait regarder la charge de la dette, et je vais y venir, ce qu'on rembourse chaque année. Premier élément, d'abord, je crois, et j'ai cru comprendre que François Ekal, qui n'est pas vraiment un économiste qui est forcément dans le camp politique dans lequel je me trouve, vous a dit la même chose. J'ai même cru comprendre que ça avait étonné la commission d'enquête d'après certains journaux. C'est que je crois que pour avoir des bonnes comparaisons, il faut regarder le pourcentage par rapport au PIB. C'est-à-dire regarder le pourcentage de la dette par rapport à l'évolution du PIB et non pas sur des sommes brutes qui, du coup, peuvent à un moment donné tromper les choses. Si on regarde le fait que depuis 2016, la dette a augmenté de plus de 900 milliards d'euros en valeur, quand on se dit ça, on se dit, bon, c'est évidemment considérable. Quand on compare le fait que la dette est passée de 98 à 110,6%, plus 12,6%, soit une augmentation qui n'est pas inédite, hein, entre 92 et 96, ça a été plus 18,9% et plus 26,3 points entre 2007 et 2012, bon, bah là, les comparaisons sont tout d'un coup moins effrayantes. Bon, c'est la même chose que sur la charge de la dette. J'entends qu'on nous dit aujourd'hui que la charge de la dette de 46,3 milliards d'euros
en 2024 va passer en 2027, c'est une estimation puisque c'est selon des taux, au maximum à 72,3 milliards d'euros. Alors on se dit, ça a quasiment doublé, c'est énorme. Si on la ramène au PIB en fonction des prévisions économiques, on passe de 1,9 point de PIB à 2,6 points de PIB. Je pense, quel que soit après l'avis que l'on défend, que c'est ça qu'il faut prendre comme mesure de comparaison. Et donc on s'aperçoit finalement que la charge de la dette, elle reste peu élevée et finalement proche, voire inférieure à ce qu'on observait il y a 20 ans. D'autre part, je pense qu'il faut aussi voir la dette en fonction du nombre d'années moyen de remboursement des investisseurs. Actuellement, il est de 8 ans et demi. Donc si on ramène la dette, non pas de manière intégrale en termes de stock sur 8 ans et demi, mais en termes de flux, c'est-à-dire divisé par 8 ans et demi, on s'aperçoit finalement que c'est 13,7% du PIB et non 110,6% de ce point de vue-là, ce qui quand même, là aussi, ramène les choses de manière moins alarmante, en tout cas plus réaliste par rapport à l'économie française. Bien. Donc je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de la phrase d'Éric Woerth, et en expliquant que la question était le fait que la dette roule. Bon. La France, aujourd'hui, est considérée comme un bon emprunteur par les marchés. Bien. Et ça fait des années que c'est le cas. Donc, l'idée, moi j'entends, on me dit oui, aujourd'hui c'est le cas, mais qu'est-ce qu'il en sera dans quelques années ? C'est tellement quelque chose de constant, tout simplement parce qu'on a un patrimoine, la France a un patrimoine, je crois, à plus de 20 000 milliards d'euros, qui montre qu'en réalité, ses actifs dépassent largement son déficit, que ça fait partie des valeurs sûres pour les rapporteurs. C'est pour ça que il y a quelque temps, j'avais été interrogé sur le risque de dégradation par des agences de notation, et j'avais dit à l'avance que quel que soit le résultat, ça n'aurait pas d'incidence sur les taux d'intérêt. D'ailleurs, si vous regardez depuis des années, en réalité, ça a peu d'incidence à partir du moment où on reste dans une dégradation, somme toute raisonnable. Bon, ce qu'il faut regarder, c'est la dernière livrée qui a été faite par la France, et on a trouvé 2 fois plus de demandeurs de l'emprunt que d'offres permises. Donc c'est ça qui montre quelque part la confiance des marchés. Bien. Donc c'est attractif pour les marchés. Selon la BCE, environ 80% des titres de dette hexagonales ont été achetés à 2023 par des étrangers. Ça, je vais y venir après. Bien, j'avais parlé de la situation patrimoniale. Donc pour moi, je le dis en préambule, dans la commission d'enquête que vous avez mis en place, la dette, effectivement, la dette française n'est pas un problème. Moi, ce que je crois, c'est qu'en réalité, la dette, c'est plutôt l'objectif qu'on veut atteindre que le risque pour la France. Alors, je ne vais pas revenir, parce que je pense que ce n'est pas votre cas, mais les gens qui disent on est en faillite, etc., enfin, tout ça est absolument aberrant. La France n'est pas en faillite. La France ne peut pas être en faillite telle qu'est aujourd'hui son économie. Bien. Donc, moi, je crois que la question est de l'objectif. Et c'est d'ailleurs ce qui explique les 2,9% en 2027 présentés par la loi de programmation des finances publiques. Bon. Ça a été dit par l'autorité, par M. Pierre Moscovici, sur les finances publiques, qui trouve que ce chiffre n'est pas très crédible. Je ne parle pas d'insincérité, mais de crédibilité, vu le pas qu'il faudrait avoir pour nous ramener à 2,9% en partant du chiffre qui sera celui de cette année. Moi, je le crois aussi. Je pense qu'il faudrait une cure d'austérité telle que notre économie en souffrirait. Mais je crois que si on nous donne ce chiffre, c'est d'abord parce que la dette sert à un projet politique, qui est notamment celui induit par la Commission européenne, qui est le fait de baisser les dépenses publiques de manière importante. Et là, j'irai très vite parce que ça, vous reviendrez peut-être dans les questions, de baisser les dépenses publiques et aussi de s'attaquer aux prestations sociales. Bon, on voit bien que là, ce qui est proposé depuis l'annulation de crédit de ce début d'année, ce qui va venir, ce qui viendrait pour l'année prochaine, c'est en l'occurrence une distorsion, une attaque publique sur l'État. Or, ce qui est curieux, et là aussi, je crois que François Heckel a dit absolument la même chose que moi, et vous voyez, je vais être d'accord avec aussi Emmanuel Macron, c'est que si le déficit a augmenté plus que prévu en 2023, en passant de 4,9 à 5,5%, ce n'est pas une question d'augmentation des dépenses publiques, c'est une question, en réalité, de manque de recettes. Et ce chiffre-là, j'ai bien écouté aussi l'analyse de Heckel, si on met en dehors de ça ce qui était dû à l'augmentation du Covid, qu'on peut considérer comme exceptionnel. On n'est pas dans une situation normale.
en fait, on se aperçoit depuis 2017, en comparaison avec les autres pays, si l'augmentation du déficit en France est important, il est important parce qu'on s'est privé de recettes. C'est une politique assumée et voulue par l'exécutif, en l'occurrence environ 60 milliards d'euros par an, et non pas d'une augmentation des dépenses publiques, parce que si on regarde l'augmentation des dépenses publiques, là, on a, j'allais dire, un résultat qui nous place plutôt bien en Europe. Bon. Donc, c'est une deuxième question qui est posée, c'est-à-dire qu'en réalité, on propose de réduire la dette en baissant sans arrêt les dépenses publiques, en s'attaquant à la question des prestations sociales et de la protection sociale des Français, alors même que le problème de l'augmentation de la dette depuis quelques années, c'est une baisse des recettes. Et qui plus est, une baisse des recettes, là c'est pas moi qui le dis, c'est l'IPP, toutes les études Le Monde documentent, qui avantage plutôt les plus favorisés de nos concitoyens, plutôt que la moyenne, et en plus plutôt que les plus pauvres d'entre eux. Donc on voit bien qu'en plus, il y a là des questions d'inégalité qui se creusent. Donc moi je crois que la question qu'il faut se poser, c'est pas la légitimité de la dette, c'est pourquoi on s'endette. Voilà, c'est ça, à mon avis, la vraie question. À quoi sert la dette ? De ce point de vue-là, si par exemple la dette sert au fait d'avoir baissé les impôts, je pense qu'on peut s'interroger sur son utilité. Quand je dis baisser les impôts, je voudrais dire quelque chose de manière importante. La question, à chaque fois que, pour ma part, j'explique par exemple que ça serait peut-être bon d'aller chercher de l'argent là où il a été favorisé depuis des années, c'est-à-dire aux plus riches par exemple, de nos actionnaires. On m'explique, ah non, on n'augmente pas les impôts. Moi, je ne suis pas pour augmenter les impôts de la quasi-totalité des gens dans ce pays. Je pense que nous, on a fait des propositions qui plutôt réduiraient en réalité les impôts de 80% des Français. Par contre, je pense qu'il faut arrêter de mal les baisser. Voilà. Je pense qu'il faut faire en sorte que justement, on aille récupérer une part d'impôt, que ce soit à travers l'ISF, que ce soit à travers la flat tax, qui finalement n'a pas rejailli sur l'économie, ça c'est à peu près toutes les études qui le montrent, et qui a plutôt avantagé une minorité de Français, mais qui a en plus les défauts, non seulement d'augmenter les déficits, mais, je le dis en passant, par rapport aux politiques qui sont venues, nous a rendu incapables, par exemple, de mettre suffisamment d'argent, l'argent qu'il faudrait, dans l'investissement écologique. Et je crois que cette question, j'ai cru comprendre qu'elle était posée pas seulement par, j'allais dire, un président de la Commission des finances issu de France Insoumise, mais j'ai cru comprendre que Draghi, par exemple, au niveau aujourd'hui européen, parce que c'est un débat sur les politiques mises en place, conteste justement, commence à contester la question à la fois de la baisse des dépenses publiques et de s'attaquer finalement par une politique de l'offre au prix du travail. Bien. Donc je crois qu'il faut d'abord chercher de ce point de vue-là, et vous avez compris que je ne suis pas d'accord avec le fait d'augmenter les déficits par le fait de baisser l'impôt, et plus particulièrement des plus riches, et plus particulièrement des plus riches détenteurs de capitaux. On y reviendra peut-être en détail, je suis rapide là-dessus. Troisième chose, sur la question de qui détient la dette, et ça c'est extrêmement important. La dette Covid est ce qu'on appelle la dette Covid, c'est-à-dire le fait que la Banque centrale européenne, lors du Covid, et elle a bien fait, s'est exonérée des traités européens qui, théoriquement, ne la permettent pas de faire ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'en gros, elle a prêté directement aux banques centrales de chaque pays, contrairement à, par exemple, ce qui avait été fait au moment de la crise des subprimes, où, si vous vous souvenez bien, elle avait prêté par l'intermédiaire de banques. C'est le cas notamment de la Grèce. Là, elle a prêté directement aux banques centrales. Et donc, il y a un système qui s'est mis en place intéressant, puisque plus de 20% aujourd'hui de la dette en moyenne en Europe et de la nôtre, finalement, nous appartient. C'est-à-dire nous sommes nous-mêmes détenteurs de la dette à travers la Banque centrale. Bon, pourquoi je trouve que c'est intéressant ? Parce que du coup, on s'est exonéré des marchés, de la pression des marchés, éventuellement de faire défaut aux marchés. Et moi, effectivement, j'ai affirmé dans le livre que vous avez eu la gentillesse de citer, Monsieur le Président, Lâchez-nous la dette. Bon, c'était un peu exprès un titre un peu provocateur, mais que ce système-là permet à un moment donné de reprendre une souveraineté sur sa dette et, par exemple, pourquoi pas, de décider qu'on pourrait annuler cette dette. Alors, je vois bien que annuler la dette, là, tout d'un coup, ça semble. Mais sauf que, mes chers collègues, je voudrais vous attirer votre attention sur le fait que ça s'est fait dans le passé, dans des moments exceptionnels. Par exemple, après la guerre, nous avons décidé d'annuler la dette de l'Allemagne. Bien. Et la dette était considérable. Il y a des moments où on peut considérer que au lieu de le porter comme un fardeau dans les années à venir, ça nous aurait coûté les taux d'intérêt, mais on aurait récupéré, j'allais dire, là, un peu moins de pression. Donc, quand je dis ça, c'est que ça montre aussi le fait que c'est extrêmement intéressant que d'une manière ou d'une autre, finalement, nos banques centrales
je souhaiterais de ne plus être indépendant du pouvoir politique, mais c'est un autre débat, détiennent la dette plutôt que le marché. Et c'est ma conclusion. C'est relativement récent que ce soit le marché qui détienne la dette. Vous le savez comme moi, il y a eu différentes décisions, notamment dans les années 80, où progressivement, on est passé d'un circuit du Trésor qui faisait que la dette était, j'allais dire, la dette appartenait aux États. Alors, on va me dire, oui, mais il y avait moins de dette à l'époque. C'est aussi parce qu'à l'époque, on avait une politique monétaire souveraine, on pouvait dévaluer ou pas. C'est ça qui explique aussi les différences, je le dis en passant. Mais n'empêche, le circuit du Trésor faisait qu'on était nous-mêmes souverains, c'est nous qui décidions sur nos dettes. Là, maintenant, on est assujetti au marché, et je crois que c'est intéressant de s'interroger sur cette question et des risques qui sont courus, qui ont été décidés dans les années 80, en même temps que la constitution progressive du marché unique et ce qu'on appelle le développement de la mondialisation financière. Donc voilà, moi je pense que ça, c'est une question que vous devriez vous poser au niveau de la commission d'enquête, de voir comment on peut être à nouveau souverain de la dette, surtout, et je termine là-dessus, Monsieur le Président, parce que je vois bien que j'ai été long, surtout à partir du moment où, on le sait, un des problèmes de la dette en France, c'est qu'elle est détenue de manière considérable et de manière augmentée par des étrangers. Bon, voilà. Moi, je ne vois pas ça d'un bon oeil. Les Italiens ont fait des plans d'emprunt populaires. Les Japonais, on le sait, ont une dette considérablement plus importante que la nous, mais détenue par les Japonais. Et je pense qu'il y a une réflexion à minimum à avoir là-dessus. Pour ce